Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les réseaux masculinistes séduisent de plus en plus de très jeunes hommes. Des théories qui peuvent passer à la pratique, comme à Bordeaux la semaine dernière, où un attentat aurait été déjoué. Alors, qu'est-ce que le masculinisme et quel avenir pour l'égalité femmes-hommes? On en parle dès la première partie de cette émission avec nos invités. Améliorer la prise de décision dans le domaine de l'éducation, vaste question à laquelle se sont attelés nos invités dans cet essai, la construction de la décision en éducation. On en parle avec eux en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur le phénomène Sniffy qui gagne du terrain chez les adolescents. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette enseignante agressée au couteau par un de ses élèves dans le Maine-et-Loire. Les faits se sont déroulés ce matin dans un lycée technique de Chemillé, une commune située entre Angers et Cholet. En plein cours, aux environs de 9h45, un élève a poignardé sa professeure d'anglais sans qu'on en connaisse pour l'instant le mobile. Le jeune homme de 18 ans a quitté les lieux après les faits. Il a rapidement été interpellé par la gendarmerie et la police municipale. Il a été placé en garde à vue. L'enseignante a été légèrement blessée au visage. Ses jours ne sont pas en danger. Une cellule psychologique a immédiatement été ouverte dans cet établissement rural qui accueille 150 élèves. Et bien sûr, une pensée pour tous ces élèves et cette enseignante. L'état d'urgence va être levé dès demain matin en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement envoie 480 gendarmes mobiles supplémentaires dans l'archipel. Mais la vie scolaire ne va pas reprendre pour autant. Les barrages persistent, les rues ne sont pas encore sûres pour laisser les enfants retourner en cours. Pourtant, selon l'Élysée, la situation s'améliore. De son côté, le Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste souhaite également apaiser les tensions et trouver des solutions durables pour le pays. Néanmoins, le Haut-Commissariat local va maintenir le couvre-feu de 18h à 6h du matin, ainsi que l'interdiction de vendre de l'alcool et de déambuler dans les rues avec des armes à feu. Ce week-end, le bilan des affrontements est passé à 7 morts et plus d'1 milliard d'euros de dégâts. À Paris, cette fois, l'école normale supérieure a été évacuée hier. Elle était occupée par des militants pro-palestiniens. Depuis mardi, une trentaine d'étudiants s'étaient installés dans la cour de l'ENS pour protester contre la guerre à Gaza et demander l'examen des partenariats de leur école avec des universités et des entreprises israéliennes. Jeudi, l'établissement a été fermé pour raison de sécurité et hier après-midi, donc, les forces de l'ordre sont intervenues pour désinstaller le campement des manifestants. La direction a évoqué, je cite, une décision très difficile à prendre. Elle a justifié ce choix suite à la mise en ligne sur les réseaux sociaux de photographies et de noms de certains membres du conseil d'administration de l'école recouvertes de gouttes de sang. Sur un tout autre sujet maintenant, il manque actuellement 5000 maîtres nageurs dans les piscines municipales en France, ce qui met en péril l'encadrement des écoliers. Anna de Souza Rosa est chargée du développement à la Fédération française de natation. Elle était sur Sud Radio ce matin et elle a expliqué les raisons de cette désaffection pour le métier de maître nageur. Des salaires compris entre le SMIC et 1 800 € qui ne correspondent plus au coût de la vie actuelle et qui découragent les vocations évidemment. Une formation longue et coûteuse, très peu de reconnaissance de la part des institutions locales et des conséquences donc concrètes pour tous les utilisateurs, notamment pour les scolaires. Les conséquences sont assez nombreuses puisque les structures aquatiques, cela signifie souvent devoir réduire les horaires d'ouverture, limiter le nombre de baigneurs ou même fermer certaines installations par manque de personnel qualifié. Et pour le public, cela peut entraîner une diminution de l'accès aux activités aquatiques, un allongement des temps d'attente pour les cours de natation et potentiellement une augmentation des risques de sécurité si la surveillance est insuffisante. On en vient avec ce grand succès pour la semaine francophone de la classe dehors qui s'est terminée hier soir. Une initiative pensée pour reconnecter les enfants avec la nature. Plus de 1800 écoles françaises ont participé à l'événement qui, comme son nom l'indique, proposait aux enseignants de faire cours dans la nature, tout près de leur établissement habituel. On fait des maths avec des bouts de bois trouvés par terre, on écrit des rédactions en prenant un élément de la nature comme sujet principal. Et même les enfants qui ont habituellement bien
bien du mal à rester concentrés sont épanouis. Pour Alexandre Ribaud, formateur auprès des enseignants pour ce dispositif La classe dehors, les bénéfices sont réels. L'idée, c'est quand même de montrer à l'enseignant qu'il va pouvoir reproduire cette pratique dans un square parisien, donc avec pas grand-chose. La classe dehors a été très documentée. Il y a des bienfaits de temps de concentration, de coopération. Et puis, il y a aussi beaucoup de bénéfices sur les apprentissages. Et c'est flagrant pour beaucoup d'enseignants, surtout en maternelle, c'est cette incitation au langage. L'enfant qui est dehors, il a envie de parler. Vous connaissez sûrement la série Le Remplaçant sur TF1. Eh bien, on apprend par nos confrères de Pure Média que c'est Joey Starr qui aurait eu l'idée originale de cette série en suivant l'actualité de l'éducation. Ah oui, petite anecdote people dans ce journal. Donc, dans Le Remplaçant, Joey Starr incarne Nicolas Valère, un professeur de français fantaisiste, original et sans complaisance. Il dérange souvent sa hiérarchie, mais il inspire une grande confiance auprès de ses élèves. La saison 2 est diffusée dès ce soir sur TF1, voici la bande-annonce. Allô ? Bonjour, c'est le rectorat. Vous êtes attendu au lycée Thomas Pesquet. Madame Nudal ? Oui, c'est moi. Bonjour. Vous désirez ? Je suis Nicolas Valère, le remplaçant. Vous êtes au lycée Thomas Pesquet. Est-ce qu'il se balade en short, Thomas Pesquet? Non, jamais. Jamais. Oui, je suis votre prof de français. Non, je ne sors pas de prison. Ah oui, il est chaud, lui. Je le sens pas, ce type. Vous voulez sortir? Trouvez 20 synonymes du mot liberté. À tout à l'heure. Il y a un nouveau surveillant qui prend la tête. Salut Nicolas, ça va? Je suis le nouvel assistant d'éducation. Je suis ravie de partager ma chambre avec toi. Pardon, excuse-moi. Ma salle. Oui. On sera un petit peu à l'étroit, mais ça peut être sympa, hein? Ouais. Et c'est donc Joey Starr qui a eu l'idée de la série, Loïc. Oui, il a expliqué à nos confrères de Pure Média. J'ai rebondi sur un fait d'actualité du moment qui était l'éducation nationale recrute parce qu'ils sont en manque de personnel. Il y avait un témoignage d'une jeune fille dans le 93 qui expliquait qu'elle avait le bac à la fin de l'année et qu'au deuxième trimestre, c'était une ancienne institutrice anglaise qui enseignait le français en Angleterre qui avait pris le relais. Je leur ai dit que c'était un truc intéressant. On pouvait avoir un personnage qui arrivait de nulle part et qui pourrait être un genre de Mel Gibson dans L'Arme fatale, mais dans le milieu scolaire. Je ne pensais pas les revoir. Ils sont revenus vers moi 5 ou 6 mois plus tard en me disant « L'idée est super bonne, ça nous intéresse, on développe ». Et voilà comment on fait donc une série innovante sur l'école avec un comédien qui casse les codes. Oui, et qu'on aime bien. On termine avec Sophie Adenau, qui sera la deuxième femme française à s'envoler vers l'ISS. Ce sera en 2026. L'astronaute a évoqué ce matin la façon dont elle préparait sa famille à son départ prochain. Et oui, puisque quand on est maman ou papa astronaute et qu'on part 6 mois ou 1 an dans l'espace, l'absence peut être très difficile pour ses enfants, même si depuis plusieurs années, l'audioconférence est très performante à bord de l'ISS. Ce matin, sur France Inter, Sophie Adenau a d'ailleurs raconté de quelle manière l'Agence spatiale européenne préparait les familles à leur départ, elle qui est maman d'un petit garçon. Donc les familles sont encadrées par des astronautes expérimentés qui vont leur expliquer en fait à toutes les phases comment ça va se passer, comment leurs proches ont ressenti l'expérience. Donc vraiment l'Agence spatiale européenne met vraiment l'accent sur le soutien des familles. Et là je pourrais citer une de mes collègues astronautes américaines qui a dit, vous savez, pour les astronautes qui partent dans l'espace, la préparation de la famille est tout aussi importante que la préparation de l'astronaute en lui-même parce que oui, c'est une aventure pour tout le monde, quoi, pas que pour l'astronaute qui part. C'est vraiment, j'allais dire, c'est dans le sens, c'est une aventure très large, quoi, pas qui concerne que la personne. À 41 ans, Sophie Adenau est actuellement à Houston, au centre spatial de la NASA, pour effectuer une préparation de 2 ans. Elle va avoir plus de 15 000 procédures à apprendre pour rejoindre la Station spatiale internationale. Merci beaucoup Loïc. Un attentat déjoué à Bordeaux la semaine dernière et derrière surtout les motivations d'Axel G. Faire du mal à un maximum de monde, mais surtout les femmes. Alors qu'est-ce que le masculinisme et pourquoi gagne-t-il du terrain chez les très jeunes hommes? Quel avenir pour l'égalité homme-femme? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Diane Richard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Plan International France. Et par Skype, nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Lamy. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en sciences politiques et spécialiste des stratégies de désinformation. Vous avez un livre qui sera publié en octobre prochain, La terreur masculiniste, paru aux éditions du Détour. Justement, le masculinisme, parlons-en. Jeudi dernier, un attentat, on parle même de tuerie de masse, a été évité. Elle devait avoir lieu à Bordeaux, arrêté de justesse et puis placé en garde à vue mardi. Eh bien, un homme âgé de 26 ans, inconnu du service de police, a reconnu son aversion pour les femmes. C'est un membre du mouvement Incel, qui veut dire célibataire involontaire. Enfin, en tout cas, c'est un des mouvements masculinistes. J'aimerais qu'on puisse définir, Stéphanie Lamy, ce que c'est précisément le masculinisme, parce qu'on a lu tout et son contraire sur Internet. Oui, alors la définition même est assez politique, donc ça dépend de quelle approche vous prenez. Moi, je le définis comme un ensemble d'offres idéologiques identitaires, construites et diffusées, opérationnalisées au sein de divers milieux de radicalisation. Et ces idéologies prônent la violence afin de maintenir ou renforcer la domination des hommes sur les femmes et minorités de genre. Donc c'est très précis, j'essaie d'être aussi précis que possible. Il faut s'imaginer en fait le masculinisme comme une palette d'offres idéologiques. Alors, d'offres idéologiques, vous avez dit beaucoup de choses importantes. Vous parlez de haine, de violence, on va y revenir, et surtout de choix politiques, en tout cas de vision politique de la situation. Est-ce que, en tout cas, il pourrait s'apparenter à l'inverse du féminisme ou à son pendant côté homme ? Non, pas du tout. En fait, le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette égalité. Alors que le masculinisme, encore une fois, c'est un ensemble d'idéologies et leur but final, c'est de transformer la société pour renforcer, voire maintenir ou renforcer la domination masculine. Voilà, je voulais le préciser en fait, et que vous le disiez vous-même, car je le rappelle, vous êtes chercheuse en sciences politiques, mais spécialiste des stratégies de désinformation, et c'est bien là, cette désinformation dont il s'agit ici, l'idée de véhiculer un message de frustration, mais on va en parler précisément. Contraception féminine, droit à l'interruption volontaire de grossesse, aux fameuses IVG, l'autorisation ou la facilitation du divorce, la meilleure reconnaissance des violences masculines, voire même la pénalisation de ces violences, la légitimation de l'indépendance économique, la révolution sexuelle, autant de choses, même la reconnaissance des droits LGBT, autant de choses, si vous voulez, qui feraient que le féminisme serait allé, je cite, trop loin selon eux. Est-ce que ça, et c'est bien ça, Stéphanie Lamy? Oui, c'est ça. En résumé, c'est un rejet de l'avancée de l'émancipation des femmes et des minorités de genre. Donc on est vraiment sur un ensemble d'idéologies où à chaque moment dans la vie d'un homme, lorsqu'il se sent lésé lui-même personnellement dans ses privilèges masculins, il a une idéologie à laquelle se raccrocher et militer de manière collective en fait contre l'avancée des droits des femmes. C'est ça qui est très inquiétant, c'est-à-dire qu'on part d'un ressenti de privilèges lésés vers des actions qui peuvent mener jusqu'à la violence. Alors là, on ne parle même pas d'une avancée du droit des femmes, on parle même d'un retour en arrière, si je peux me permettre, Diane Richard. On parle finalement d'hommes qui ne supportent pas tout simplement cette société telle qu'elle est actuellement. Et oui. Il vaut une aversion pour les femmes, c'est clairement évoqué. C'est aussi ce qui participe du phénomène de backlash ou retour de bâton en français. Justement parce qu'on parle aussi, notamment depuis MeToo, plus du féminisme, qu'il y a plus de revendications, en tout cas, ou de mots posés sur le féminisme, pas forcément dans les actes, mais donc vu que cette parole féministe est de plus en plus entendue aussi, il y en a qui vont s'opposer à ça très violemment, et c'est pour ça aussi en effet qu'on ne peut pas du tout mettre en parallèle le féminisme et le masculinisme, puisque d'un côté on demande plus de droits ou moins de violence, et de l'autre côté on met en œuvre de la violence pour empêcher l'avancement de ces droits. Alors on pourrait imaginer que donc du coup ce mouvement est extrêmement récent, or il ne l'est pas. Est-ce qu'on peut repartir très brièvement quand même sur l'histoire, Stéphanie Lamy, de ce mouvement masculiniste? Alors l'histoire, ça vient de la gauche radicale en fait. Des groupes de parole d'hommes en parallèle avec la libération de la parole des femmes, en groupe de parole, se sont créés. Il y a eu une division en deux parties. Certaines parties des hommes ont continué à déconstruire les stéréotypes de genre dont ils souffrent aussi.
Et l'autre partie a décidé que non, en fait, les féministes vont un peu trop loin et du coup ont totalement inversé la charge. Et puisqu'ils avaient déjà travaillé avec les féministes à l'époque, connaissaient parfaitement le lexique, connaissaient parfaitement la manière de militer, donc ils ont mis en œuvre ce type de militantisme, mais comme un reflet miroir à l'envers. Donc il y a une inversion de la charge qui s'opère, mais avec les mêmes tactiques de militantisme. C'est ça qui peut être assez déboussolant, en fait. Parfois, quand on voit des activistes, par exemple, des droits des pères séparés, on a l'impression qu'ils militent pour l'égalité. En fait, non, ils emploient les mêmes méthodes, les mêmes stratégies discursives que les féministes, mais pour maintenir, en fait, la domination des hommes sur les femmes. Oui, c'est une vraie domination, effectivement, qui est défendue. Est-ce qu'on peut aller justement dans ce qu'ils défendent, des idées qu'ils défendent précisément, notamment le droit de s'opposer justement à un avortement, le droit à l'indissolubilité du couple parental? On revient un peu à ce mouvement aussi qu'on a appelé, dont on a parlé bien sûr ici plusieurs fois, les tradwives, qui vraiment est arrivé en France. Mais on revient à un côté, disent-ils eux-mêmes, car il y a débat sur cette question, du côté traditionnel. Et cela qui est mis en avant. C'est une branche, en fait, de l'antiféminisme. Après, il y en a d'autres qui vont paraître beaucoup plus égalitaires et qui ne se confrontent pas de manière frontale à l'avancée des droits des femmes, mais comme je disais tout à l'heure, vont développer des stratégies beaucoup plus sournoises pour contourner soit le consentement, soit l'avancée, l'émancipation des mères séparées. Donc, on est vraiment sur des stratégies extrêmement affûtées pour pouvoir, oui, contourner en fait les avancées. Alors oui, vous avez effectivement une partie qui revient au très traditionnel, qui va s'affronter au droit à l'IVG, qui va prôner en fait le retour à la maison des femmes et des épouses. Mais ça, c'est vraiment une petite partie, ça reste assez marginal. La plupart des branches du masculinisme vont utiliser un langage un peu édulcoré. Par exemple, les pick-up artists. Donc, ce sont des artistes de séduction, c'est comme ça qu'ils s'appellent. En fait, ce sont des brigades d'harcèlement. Donc, ils vont utiliser un lexique beaucoup plus soft pour harceler, pour normaliser en fait les violences faites aux femmes. Un sentiment que vous partagez aussi, je le rappelle, hein, vous êtes donc porte-parole de Plan International France, un sentiment que vous partagez aussi chez les jeunes, chez qui vous avez pu aussi constater ce phénomène, effectivement, de rapport au consentement qui est complètement remis en question, alors qu'on est dans une logique aujourd'hui où le discours se libère d'un côté, où on essaie justement d'arriver à une société égalitaire, eh bien, on est dans l'effet inverse ici. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ces tentatives d'attentats masculinistes, c'est évidemment très grave et ça fait l'actualité, mais c'est bien sûr les exemples les plus dramatiques. Mais en fait, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui est très répandu de façon, beaucoup normalisée en fait, un peu plus de basse intensité, et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, avec ces coachs en séduction, on voit une explosion sur les réseaux sociaux de comptes masculinistes qui prônent des stéréotypes de virilité, qui essayent d'imposer des normes de genre qui reviennent un peu à la tradition. Mais en fait, ça devient extrêmement répandu. Et je voudrais citer le dernier baromètre du HCE qui a été publié en janvier, et qui est vraiment très très inquiétant et qui montre à quel point le fossé en fait se creuse entre surtout les jeunes femmes et hommes, et comment il y a des clichés masculinistes, virilistes qui se répandent notamment chez les moins de 35 ans, avec par exemple, on avait par exemple un quart des jeunes hommes interrogés qui pensent que parfois c'est nécessaire d'être violent pour se faire respecter, ou un jeune homme sur 5 qui va trouver ça tout à fait normal d'être mieux payé que sa collègue à poste égal, voilà. Donc c'est vraiment chez les jeunes en fait qu'on voit que ce fossé se creuse et qu'il y a des idées assez réactionnaires, conservatrices qui refont surface. Donc là, on revient à l'idée vraiment de domination, de domination des hommes par rapport aux femmes, de l'idée que finalement le corps des femmes leur appartient, que finalement il y a un sentiment de frustration énorme. Si j'en reviens à l'attentat au non-passage à l'acte à Bordeaux, donc évité mardi, ce garçon, Axel G, donc, avait posté sur les réseaux
un titre de rap qui n'est pas lui, mais dont Mediapart relaie un extrait. Et j'aimerais juste vous lire quelques paroles. Vous allez tous y passer, vous allez payer le prix de ma virginité, ça va tirer à balles réelles. Des adolescents vont payer de leur vie mon célibat. La première fois que je serai entré dans la masse, c'est en écrasant la foule avec ma camionnette 3 places. L'idée de se venger des femmes, c'est aussi une idée qui revient très souvent lorsqu'on parle de masculinisme, Stéphanie Lamy. Alors oui, il faut bien comprendre que l'homme qui a été interpellé, et c'est pas un garçon, c'est un homme à 26 ans. Donc les mots qu'on utilise pour mettre en récit ce type de violence, ce type de terrorisme en fait, est important. Donc ce n'est pas un garçon, il n'est pas frustré. En fait, les incels, leur idéologie, c'est d'avoir accès au corps des femmes génétiquement supérieures. Ça va très loin. Donc, en fait, leur logique, c'est de dire ils sont tellement moches, génétiquement opprimés, que la société leur doit les corps de femmes génétiquement supérieures. Donc, on est dans une forme d'eugénisme biologisante, une vision biologisante du monde, et nihiliste aussi, puisque pour eux, de toute manière, peu importe ce qu'ils font pour s'améliorer, leur sort est déjà prédestiné par leur gène. Ça, c'est leur logique. Donc, ils en veulent aux femmes, mais quelque part, ils en veulent aussi aux hommes qui, eux, arrivent à être en relation. Donc, dans la logique incel, les femmes sont déjà tellement déshumanisées que leur vraie compétition n'est pas avec les femmes, c'est avec d'autres hommes. Donc, c'est là où, en fait, l'idéologie incel est particulièrement dangereuse parce que, d'une part, c'est une haine de soi, c'est une haine des autres intragroupes, mais surtout, c'est une haine de toute la société. Donc, on est vraiment sur des mouvements... C'est ce discours de haine dont vous parlez depuis le début, en fait, d'ailleurs, qui arrive à fédérer tous les discours de haine. Donc, à la fois la misogynie, mais aussi la LGBT-phobie, l'antisémitisme, l'islamophobie. Finalement, ils réunissent, on pourrait peut-être même associer l'histoire complotiste dans ce mouvement masculiniste. Oui, c'est un complotisme. Les discours masculinistes sont des complotismes, puisque l'idée de base, c'est de dire qu'il y a un petit groupe, c'est-à-dire les féministes, qui ont tout le pouvoir et qui sont en train de transformer la société au détriment des privilèges des hommes. Donc oui, c'est un complotisme, absolument. Et absolument pas à prendre comme ça, à part comme un événement totalement mis de côté, puisqu'il y a quand même plusieurs fois, ce n'est pas un acte isolé, la tuerie de Polytechnique au Québec en 89 reste évidemment un moment absolument d'horreur dans les mémoires de tous, 14 femmes tuées. Pareil pour l'attentat de la voiture bélier qui a fait 10 morts à Toronto, toujours au Canada, et ça c'était en 2018. Et Elliot Rodger, d'ailleurs, se revendiquait, ce fameux Axel G, cet homme, mais non pas garçon, comme vous le dites, vous avez justement raison, Elliot Rodger, en Californie, aux États-Unis, qui a aussi fait 10 morts. Donc, c'est vraiment des discours de haine, de violence absolue. On est vraiment dans quelque chose qui défend l'idée de la violence permanente. Est-ce qu'on peut associer aussi le principe de religion? C'est une question que je pose vraiment de manière assez innocente, mais lorsque j'ai lu que, en 2009, le pape Benoît XVI écrit que le féminisme est une autodestruction de l'homme et donc une destruction de l'œuvre de Dieu lui-même, je me permets de poser cette question. Stéphanie Lamy. Oui, alors l'assaut antiféministe a débuté dans les années 60-70 aussi au niveau supranational aux Nations Unies, mené par le Vatican. Après, il y a d'autres pays qui se sont joints au Vatican. Donc oui, bien sûr, ça découle de là. Donc on peut absolument tracer une ligne entre les assauts antiféministes au niveau des Nations Unies avec la création d'organisations internationales comme le World Congress of Families qui s'est formé dans les années 70 et qui a été d'ailleurs financé dernièrement par la Russie depuis 2012, je crois. Donc ce sont des organisations internationales hyper religieuses, fondamentalistes, qui vont distiller aussi au niveau étatique cette idée antiféministe. Maintenant, est-ce que l'INCEL qui est sur les forums aujourd'hui a conscience qu'il y a un élément de religiosité dans ce qu'il fait? Oui, mais différemment, parce que dans leur idéologie, ils ont créé des saints. Donc, par exemple, Elliot Rodger, il a le statut de saint ou de prophète au sein de l'idéologie incel. Donc oui, il y a aussi cette héroïsation des antiféministes au sein de différentes idéologies.
Alors évidemment, on a beaucoup d'informations sur l'âge aussi de tous ceux qui font partie de ces mouvements masculinistes et on voit que, comme vous l'aviez dit juste avant, Diane Richard, beaucoup sont extrêmement jeunes. Est-ce que les réseaux sociaux aussi sont un terrain favorable aussi à l'orchestration d'espèces de raids numériques en fait? Oui, alors les réseaux sociaux, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, il faut dire aussi que les réseaux sociaux ont vraiment permis au féminisme aussi d'éclore. Il y a énormément de nouveaux comptes féministes, d'éducation à la sexualité aussi, de collectifs féministes qui se structurent grâce aux réseaux sociaux. Et de l'autre côté, en effet, les algorithmes des réseaux sociaux, ça a été montré, mettent vraiment en avant ces contenus masculinistes. C'est la journaliste Pauline Ferrari qui a fait un peu des petites expériences où elle voit qu'en se créant un faux profil d'adolescent de 14 ans, un peu mal dans sa peau, et qu'au bout de 10 minutes, elle a accès déjà à des contenus masculinistes. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les jeunes garçons, ils sont exposés. Ensuite, bien sûr, c'est pas uniquement les réseaux sociaux qui vont tout à coup convaincre ou faire passer à l'acte un adolescent. Il y a tout aussi un autre, un écosystème entier autour de ça. Et donc les réseaux sociaux, c'est pas un espace isolé. Donc il y a aussi l'école, la famille, etc. Et nous, par exemple, à Plan International, on a fait en janvier une étude sur les violences de genre à l'école. Et ce qu'on voit, donc on a fait sur à la fois les violences physiques ou psychologiques ou sexuelles, mais aussi le cyberharcèlement. Et ce qu'on voit, c'est vraiment le cyberharcèlement fait partie intégrante des violences chez les jeunes et aussi à l'école, et que c'est vraiment indissociable, et que les violences qui se produisent en ligne, et bien souvent vont se transposer hors ligne ou vice-versa. Donc vraiment, ça fait partie d'un tout. Est-ce qu'on n'assiste pas justement aussi à une polarisation de cette jeunesse? C'est-à-dire d'un côté, effectivement, les progressistes, féministes, ceux qui veulent plus de droits, et d'ailleurs on englobe aussi les hommes dans cette question-là, pas que les femmes, et ces jeunes qui se tournent vers des sphères masculinistes. Oui, c'est ça, c'est ce que disait le rapport du HCE aussi dont je parlais, c'est que le fossé se creuse. Donc d'un côté, on voit des jeunes, surtout des jeunes femmes, qui deviennent très très sensibilisées au féminisme, qui connaissent beaucoup mieux les questions que plein de personnes plus âgées, et des jeunes hommes aussi qui deviennent beaucoup plus engagés sur ça. Et de l'autre côté, d'autres jeunes, à la fois hommes et femmes, puisqu'il y a aussi des femmes et des jeunes filles qui reviennent à des valeurs très traditionnelles, qui sont vraiment dans un anti-féminisme ou un masculinisme, mais ça participe aussi en fait d'une montée en général des idées d'extrême droite, aussi LGBT-phobes, et des violences en général. Donc en fait, le fossé vraiment se creuse entre les deux, malheureusement. Oui. Est-ce que dans les universités en France, dans les écoles, on peut voir aussi cette montée masculiniste, Stéphanie Lamy, qui revient, ces discours politiques qui sont très présents aujourd'hui, ces engagements de la jeunesse pour beaucoup de causes, évidemment l'écologie d'un côté, mais aussi des causes, et on le voit aujourd'hui par rapport à Gaza et l'école normale supérieure, par exemple, ce matin. Est-ce que cette sphère masculiniste progresse ou est-ce qu'au contraire, elle tend à disparaître ? Non, la sphère masculiniste en ligne, en tout cas, le noyau dur reste à peu près stable. Le souci, c'est que les discours se normalisent. Donc, les discours publics, par exemple, des incels qui disent que la violence est justifiée lorsqu'on n'a pas accès au corps des femmes, ce genre de choses, ça se généralise totalement. Alors, dans les universités, je ne peux pas vous dire. En revanche, je peux renvoyer vers une étude menée par Alice Evans, de l'université de Stanford il y a quelques mois, où elle a publié en fait les chiffres des intentions de vote des moins de 30 ans. Et il y a un énorme fossé qui se creuse. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a deux générations Z. Il y a les garçons, il y a les hommes et les femmes. Ce sont deux générations Z, avec les femmes qui deviennent de plus en plus progressistes dans leurs intentions de vote, mais dans beaucoup de pays, et les hommes de plus en plus conservateurs. Donc c'est vraiment une tendance qui se confirme à échelle mondiale. Donc c'est pas que en France. Et surtout, c'est depuis MeToo, donc vraiment depuis le backlash, c'est retour de bâton de la montée de féminisme, de la visibilité en fait de la condition des femmes. Il y a eu un retour de bâton où les hommes se sont dit non, il faut se refocaliser sur notre condition à nous. Dans le dernier rapport de Plan International, les jeunes sondés pensent que l'égalité de genre sera atteinte de leur vivant. Est-ce que c'est réaliste ? C'est vrai que c'est une conclusion très optimiste et très étonnante. Alors, donc en effet, c'était un rapport publié très récemment qui est basé sur des ateliers participatifs dans plus de 35 pays, un peu partout dans le monde, et donc, qui demandait aux jeunes quelles sont leurs visions et leurs recommandations sur l'avenir et sur l'égalité de genre. Alors, l'un des résultats, en effet, c'est que 75% des jeunes interrogés pensent que l'égalité de genre
sera réalisée de leur vivant, mais il y a une condition à ça, c'est si les gouvernements et les détenteurs, les détentrices du pouvoir les écoutent et agissent maintenant. Donc c'est très vaste, hein, comme... Oui, donc en fait, ça veut dire que les jeunes... Parce que les jeunes disent aussi qu'ils pensent en fait que la solution viendra des jeunes. Que ils ne font pas vraiment confiance au gouvernement, au pouvoir public pour prendre des actions, mais c'est ce qu'on voit de toute façon, même s'il y a des paroles, ce n'est pas forcément très rarement suivi d'actes. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, écoutez-nous, tout simplement. C'est écoutez-nous et que finalement, c'est les jeunes, donc, qui sont les personnes concernées par ce débat-là, qui en fait ont les réponses, savent ce dont ils ont besoin, savent ce qu'il faut faire, et il suffirait en fait d'écouter un peu ces paroles-là, et donc ça veut dire inclure des jeunes dans les prises de décision, par exemple, pour que si les gouvernements prennent le sujet au sérieux et écoutent sincèrement ce que les jeunes ont à dire, eh bien cette égalité pourrait être atteinte. Alors que les estimations, j'ai sous les yeux, suggèrent qu'il faudra 131 ans pour combler le fossé entre les genres si les progrès ne s'accélèrent pas. Alors soyons positifs, soyons optimistes. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Stéphanie Lamy, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques et spécialiste des stratégies de désinformation. Vous publiez en octobre le livre « La terreur masculiniste ». Ce sera aux éditions du Détour. Merci beaucoup Stéphanie Lamy d'avoir échangé sur ce sujet terrifiant et à la fois passionnant qu'est le masculinisme. Diane Richard, merci également de votre venue sur ce plateau. Vous êtes porte-parole de Plan International France et on peut retrouver donc ce rapport, j'imagine, sur le site ? Sur notre site internet. Voilà. Merci mille fois d'avoir été là. On marque une courte pause, il en faut là juste une minute pour reprendre nos esprits et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, j'accueille avec joie Bertrand Séché et Frédéric Wexler. Frédéric Wexler, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes à la fois l'auteur, le co-auteur, avec justement Bertrand Séché, de la construction de la décision en éducation, enjeux, mythes et défis, paru chez Berger-Levrault. Vous êtes également, Frédéric, haute fonctionnaire, actuellement inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Je le dis parce que vous allez voir à quel point ça a une importance dans ce qu'on va se raconter maintenant. Vous avez piloté une évaluation de politique publique et travaillé comme conseillère en cabinet ministériel. Bertrand Séché, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Pareil, tout à fait intéressant de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes expert de haut niveau placé auprès du président du conseil d'évaluation de l'école, le fameux CEE, du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Parlons de ce livre, je le répète, la construction de la décision en éducation. Quand j'ai eu le livre entre les mains, et je l'assume parfaitement, j'ai lu rapidement le titre comme on fait souvent, on prend le bouquin, on a hâte de pouvoir le lire, on prend le livre et j'ai lu de manière assez rapide, je dois avouer, la déconstruction de la décision en éducation. Est-ce que parce que je suis influencée par cette émission et par toutes les personnes que je reçois sur ce plateau? Probablement. En tout cas, il est du moins un sentiment partagé sur la complexité justement de cette notion de décision. Peut-être un mot là-dessus parce que c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de ce livre. Frédéric Wexler. En fait, c'était exactement ça, Virginie. Vous avez tout compris, rien qu'en lisant le titre, puisque ce dont on voulait parler, c'est construction, déconstruction. Ça aurait été peut-être un peu complexe de le mettre d'emblée dans le titre, mais c'est vraiment notre intention. Donc vous avez exactement compris à la fois la complexité et le fait qu'on déconstruit pour mieux reconstruire ou pour mieux dessiner des pistes pour l'action. Première phrase du livre, Bertrand Séché, le sentiment des citoyens d'être peu associés aux décisions et aux choix essentiels. Et ça se poursuit et la phrase est suffisamment longue pour que j'évite de la lire, surtout pour ne pas spoiler, ne pas divulgacher la suite, et vous lirez le bouquin avec joie comme je l'ai eu. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, malgré les différentes consultations, malgré les grands débats nationaux qui se font sur ce sujet dont on a dit qu'il était quand même un sujet numéro 1 des Français, qui était vraiment le sujet principal, notamment à l'arrivée de Gabriel Attal au poste de ministre de l'Éducation, puis maintenant Premier ministre du sujet de l'Éducation. Et pour autant, eh bien, on n'a pas le sentiment, effectivement, que les citoyens soient véritablement associés à ces décisions. En tout cas, parmi les acteurs de l'éducation, on observe que vraiment, c'est une préoccupation de très nombreux acteurs. On a beaucoup d'exemples qui le montrent actuellement. Donc le sujet qu'on avait, nous, c'est de dire qu'on observe
dans cette veine-là, beaucoup de vocabulaire, leadership, management, même qualité de vie du travail, bien, il y a tout ce vocabulaire-là qui témoigne de cette préoccupation qui est quand même très présente. Ce que nous, on a voulu faire, c'est pour ça qu'on a utilisé peut-être le mot construction-décision, c'est sortir un peu de ce vocabulaire pour essayer de mieux comprendre quelles sont les modalités, les conditions qui permettent d'aller plus loin vers une construction décision un peu plus, effectivement, un peu plus participative, un peu plus collective. C'est pas simple. Mais c'est bien quand même le terrain de jeu sur lequel on a voulu s'attarder. Oui, parce que repenser l'éducation, évidemment, c'est la grande thématique, les grandes phrases qui ressortent systématiquement. Se dire à chaque fois, qu'est-ce qui fait que finalement on arrive là? Pourquoi autant de mesures différentes, autant de réformes qui se sont succédées? Et finalement, des questions toutes simples, mais que je me suis posée, je me suis dit, mais c'est vrai ça, ils ont raison. Qui décide quoi? Là, c'est page 53, vous le verrez quand vous lirez le livre. Je cite, quand un nouveau ministre affirme son arrivée lors de la passation avec son prédécesseur, qu'une de ses priorités est le retour de l'autorité, clin d'œil, tient-il cette priorité du président qui l'a nommé, du parti politique qui le soutient, d'une feuille de route du gouvernement, de la du temps, etc., etc. Autant de questions qu'on se pose. Une réponse à cela, évidemment, sans tout... Forcément, en fait, en écrivant ce livre, nous nous sommes reposés ces questions que se pose tout citoyen. Donc, vous citez cet exemple-là parce que l'autorité, vu mon âge, dans l'éducation nationale, j'en ai entendu parler quand même à de nombreuses reprises parce qu'on imagine toujours qu'il y a eu un âge d'or de l'autorité. Il n'y en a jamais eu? Il n'y en a jamais eu au sens... Il y en a toujours eu un. Parce que l'autorité, elle est au cœur de la notion d'éducation. Le recteur de Paris rappelait récemment que l'autorité, c'est faire grandir et que c'est la même racine que autoriser, auteur. Donc l'autorité, bien sûr, qu'elle est au cœur de l'éducation comme même émancipation. Simplement, un âge d'or où l'autorité aurait vraiment permis de réunir l'ensemble des acteurs et puis aux élèves de réussir dans une ambiance sereine, c'est un idéal, c'est un objectif que nous partageons, mais on le redécouvre effectivement tous les matins. Simplement, c'est vrai que c'est une question légitime de se dire, mais après tout, quand un ministre, quand un recteur, quand un chef d'établissement affirme instaurer ou prendre telle ou telle décision, d'où vient cette décision? Est-ce qu'on y a participé? Comment on va participer à sa mise en œuvre? Sur quoi ça s'appuie? De la recherche, une démocratie, une élection, une décision prise au Parlement, dans d'autres lieux, dans d'autres instances. C'est une question démocratique légitime. Démocratique, évidemment, vous évoquez le nombre d'instances. Vous avez évoqué juste avant le collectif, qui revient souvent, effectivement, dans le débat public. Faire jouer le collectif, d'accord, mais là, en l'occurrence, est-ce qu'il faudrait un chef pour décider? Et vous posez aussi la question. Ça revient à la question qu'on évoquait au tout départ. Ce qu'on peut peut-être se dire aussi en lien avec ce que vient de dire Frédéric, c'est qu'il nous semblait, nous, en écrivant le livre, que l'école a un devoir d'exemplarité sur le sujet. Parce que c'est pas seulement qui décide quoi au niveau des adultes, c'est pas seulement qui décide quoi au ministère ou qui décide quoi dans un établissement, dans une école. C'est aussi comment est-ce qu'on apprend aux élèves à décider. Et donc, il nous semblait que l'une des manières d'envisager le sujet, c'est de se dire que les adultes ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis des futurs citoyens qu'on a en charge. Si demain, on veut construire une démocratie dont on dit qu'elle est questionnée actuellement, on a certainement un devoir actuellement, et on sent encore une fois que c'est dans les intentions, dans les préoccupations, de réfléchir à comment est-ce qu'on est exemplaire, nous adultes, vis-à-vis des élèves qu'on accueille. Alors donc il faut rééduquer les parents, là, parce qu'on n'est plus dans l'éducation des enfants peut-être. La relation école-famille fait partie des enjeux, évidemment. La place des parents à l'école, elle est régulièrement interrogée par la recherche. La place physique, même dans les établissements, la construction, on évoque un tout petit peu ce sujet en faisant appel un peu de sociologie du travail, mais c'est vrai que les établissements scolaires, par exemple, sont construits avec l'objectif de production, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire c'est une salle de classe, un professeur, mais des espaces qui soient identifiés pour accueillir les parents. Ça relève encore aujourd'hui d'expérimentations qui mériteraient certainement d'être un petit peu plus installées dans le paysage éducatif. Si on parle toujours du côté collectif, est-ce que les élèves participent à cette fabrique de la décision dont on parle, enfin, cette construction de la décision, pour reprendre le titre, notamment au travers des conseils de vie de classe ou autres, ou même quand on est délégué tout simplement? Sujet conseil de classe, mais je laisse peut-être Frédéric. Oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que vous dites, ça rejoint qui décide quoi, faut-il un chef? On confond souvent, en fait, Ricoeur dit, on pense qu'il faut décider alors qu'il faut laisser ouvert des possibles. Je cite de façon approximative, mais c'est vraiment l'idée. Et le conseil de classe, on oppose par exemple le fait que ce serait soit les parents qui devraient décider, soit les professeurs. En fait,
L'objet, c'est comment on accompagne le parcours d'un élève, comment on lui apprend, comme le dit Bertrand, à être l'auteur de son parcours et comment on l'accompagne dans la prise de décision. Mais l'autonomie de l'élève, c'est aussi qu'il apprenne progressivement à prendre ses décisions. Donc c'est souvent que les questions sont mal posées. Et quand on s'est amusé à dire « faut-il un chef pour décider ?», c'était un peu provocateur. Nos titres sont forcément là aussi pour donner envie de lire. C'était une façon de déconstruire, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure Virginie, une façon de déconstruire pour qu'on se repose les questions autrement. En fait, notre idée, c'est chaque fois, peut-être légèrement impertinente, mais de changer d'angle pour se dire qu'on se repose la question et on ne prend pas au premier degré les traditions qui se transmettent, souvent des traditions orales, qui sont parfois éloignées des textes. Parce que si on regarde les textes des conseils de classe, qui ont été mûrement réfléchis, le conseil de classe, il est là avant tout pour conseiller, accompagner, étudier ce qui se passe dans la classe, alors qu'on en fait souvent simplement une espèce de façon très caricaturale, la décision qui serait le passage. Ou... En fait, on a l'impression dans un conseil de classe que finalement la décision, en tout cas le conseil ou ce qu'on recommanderait, ne serait pas écouté, que ce serait en fait juste démago, si je puis dire. Sauf que là, on parle d'élèves par rapport à l'établissement, sauf que c'est le sentiment partagé de tous les citoyens par rapport à la classe politique en général. Et vous le citez très souvent d'ailleurs, cette problématique. C'est-à-dire que finalement... eh bien, nos recommandations, nos conseils, nos avis ne comptent pas. Et ça revient très souvent. Quand on parle d'autonomie, parce qu'on vient d'en parler à l'instant, on arrive de l'autonomie vers la liberté pédagogique des enseignants. Et ça aussi, c'est très intéressant, la liberté pédagogique des enseignants. Je vais revenir à ma page, si vous le permettez bien. Page 37, j'ai tout noté. Comme une écolière. Vous dites, l'autonomie des élèves, le Graal, point d'interrogation. Et je trouve ça assez génial. Ce terme ne se prête pas forcément à des interprétations multiples, voire contradictoires. Est-ce que justement, on peut parler d'indépendance des savoirs par rapport à l'autorité politique? Est-ce qu'on peut se dire qu'un enseignant pourrait finalement avoir cette vraie liberté-là, alors que pour autant, il fait partie d'un système qui est quand même préétabli et très défini, avec plein d'instances et plein de choses qui font que, eh bien, on croule sous le poids? Alors la liberté pédagogique, elle est définie dans un texte, et ce qui est très intéressant, c'est son histoire. C'est Ferdinand Buisson qui l'a installé, justement pour s'opposer à ce qui avait cours sous la Restauration et sous l'Empire, où on faisait un contrôle a priori des enseignants. Là, on installe un contrôle a priori pour éviter les dérives, et on laisse une grande liberté aux enseignants par rapport à leurs méthodes, leurs outils, les manuels. Mais il y a des textes qui définissent après, et qui disent bien, c'est dans un cadre déterminé, c'est en étant en lien et en cohérence avec les programmes, avec l'appui des inspecteurs de contrôle. Donc, finalement, c'est tout cet équilibre qui permet la controverse et le débat. On dit bien une certaine liberté dans un cadre déterminé. Et c'est cette notion d'équilibre qui, pour nous, est justement l'objet du livre. C'est-à-dire, c'est aussi un lieu, un espace dialogique où on doit discuter, où la liberté pédagogique des enseignants, elle s'articule avec l'autonomie des élèves, avec l'autonomie d'établissement, le projet d'école, le projet d'académie, et bien entendu, elle s'exerce dans un cadre qui est déterminé. Mais vous avez raison sur le fond, ce qui est complètement structurant dans une démocratie, c'est le principe de Condorcet, où le savoir est la garantie de la démocratie et quelque part est indépendant du pouvoir politique, mais bien dans ce cadre qui est défini. Mais c'est la complexité, justement, de notre ouvrage. Ça interroge aussi la question de la responsabilité. Il y a très peu de temps, une enseignante me disait pour moi, ma liberté pédagogique, c'est la responsabilité de chercher avec mes collègues comment je fais réussir les élèves. Je pense que presque tout était dit. C'est-à-dire qu'on voit bien dans nos sociétés, à la fois, on veut davantage participer et on regrette parfois, on a traité un peu cette partie-là dans le livre, on regrette parfois une forme d'individualisme qui serait contraire en même temps. Donc on aurait ces deux phénomènes qui pourraient paraître contradictoires. En réalité, ce qui est notre propos, c'est de dire qu'on a les deux. On a effectivement une liberté, mais on rend compte aussi de son action. Donc on a la responsabilité de travailler avec les autres et de ne pas réfléchir tout seul dans son coin, en fait. Les deux sont simultanés et sans doute procèdent du même cheminement. Autre notion que vous abordez aussi beaucoup dans ce livre, la construction de la décision en éducation, enjeux, mythes et défis, paru chez Berger-Levrault, Frédéric Wessler et Bertrand Séché, eh bien c'est la prise en compte de la qualité de vie au travail. On en parle beaucoup évidemment dans le monde de l'entreprise, mais aussi évidemment dans le monde de l'éducation. On se doute bien qu'elle pourrait influer les prises de décision, mais surtout, ce bien-être, est-ce qu'il passe par la liberté de pouvoir agir ?
de pouvoir faire réellement? Bertrand Séché. On va reprendre une citation qu'on a faite dans l'ouvrage. C'est une citation de Jaurès. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils inventent des mots. Alors, il nous semble que derrière... MOTS. MOTS. Il nous semble que voilà, on est passé des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail, au bien-être. Voilà, on a des mots comme ça qui sont censés effectivement répondre peut-être effectivement à des préoccupations qui sont réelles. On a beaucoup cité Yves Clos sur ce sujet, qui lui parle plutôt de qualité du travail. C'est-à-dire c'est une manière de recentrer le sujet vers ce pourquoi on est dans l'institution finalement, c'est-à-dire quand même au service des élèves. Alors bien sûr, avoir un environnement tout à fait agréable comme c'est le cas ici, c'est important, mais la véritable source de qualité de vie au travail, c'est la qualité du travail, c'est le sentiment d'être efficace, c'est le sentiment d'avoir de réelles capacités d'agir, et donc on retrouve le sujet de l'ouvrage qui est la participation à la décision. Donc c'est en ce sens-là qu'on l'a. La qualité du travail, la qualité de ce qu'on propose et de ce qu'on fait et de ce qu'on donne à la société. Merci beaucoup à tous les deux. C'est assez court comme interview, mais suffisamment long pour pouvoir vous donner envie de lire le livre « La construction de la décision en éducation, enjeux, mythes et défis » chez Berger-Levrault. Voilà, un livre coécrit par Frédéric Wexler et Bertrand Séché. Merci à tous les deux d'être venus sur le Grand JT. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, rien ne vous échappe. Vous voulez faire la lumière sur un nouveau produit énergisant qui inquiète les autorités sanitaires et les parents. De la poudre blanche, une paille pour la consommer par le nez. Alors évidemment, ce n'est pas de la cocaïne en libre service, mais Sniffy, c'est une création marseillaise en vente sur Internet et dans les bureaux de tabac depuis la semaine dernière. 14,90 €, un packaging qu'on ne peut absolument pas louper dans les rayons. Et puis différents goûts, fruits de la passion, menthe fraîche, bonbons fraises, citron vert, nature. Et la promesse de Sniffy est simple. Une inhalation, c'est un shot d'énergie immédiat qui dure entre 20 et 30 minutes. C'est évidemment un produit destiné aux jeunes avec des campagnes de communication très explicites sur les réseaux sociaux pour les séduire. Regardez. Sans Sniffy. Avec Sniffy. Ça me donne même pas envie, moi, ça. Je trouve ça lamentable. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de Sniffy? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les créateurs sont assez transparents pour le coup. Ils assurent que 90% des composants sont de source naturelle, sous-entendu inoffensifs. Alors, il y a entre autres de la L-arginine pour booster l'immunité, de la créatine pour gagner en énergie, de la maltodextrine qui est souvent utilisée par les sportifs de haut niveau en musculation ou en haltérophilie pour gagner en puissance, de la caféine, bien sûr, pour lutter contre la somnolence, et la fameuse taurine qu'on connaît depuis longtemps dans le Red Bull ou le Monster, par exemple. Sauf que, pris à haute dose, par exemple dans une soirée un petit peu trop arrosée, eh bien, tous ces ingrédients peuvent provoquer des palpitations cardiaques ou de la tachycardie, donc ils ne sont évidemment pas sans danger, même si du côté de Sniffy, on cherche tous les arguments pour prouver ses bienfaits. Vous adorez faire la fête, mais vous savez aussi qu'il est essentiel de rester en sécurité, surtout sur la route. Avec Sniffy, vous pouvez profiter de chaque instant de fête en toute sécurité. Notre formule unique offre une montée d'énergie sans les risques associés à d'autres substances. Sniffy est une alternative sûre pour ceux qui veulent faire la fête tout en restant vigilants sur la route. Grâce à son inhalation discrète et sa composition sûre, vous pouvez vous amuser sans souci. Alors la prochaine fois que vous vous préparez pour une fête, n'oubliez pas votre Sniffy. Fêtez en toute sécurité, fêtez avec Sniffy. C'est surréaliste. Alors, au-delà de la composition du produit dont on vient de parler, évidemment, c'est le mode de consommation qui fait débat, les fameuses pailles. Oui, en fait, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec les cigarettes en chocolat qui ont été interdites en 2005 pour la même raison, c'est-à-dire ne surtout pas permettre aux jeunes d'acquérir un geste, donc là, pour les cigarettes, c'est évidemment le fait de fumer faussement, qui pourrait en fait les amener vers de vraies dépendances. Là, le symbole est fort. On sniffe de la poudre blanche qu'évidemment on s'amuse à mettre en rail pour rappeler évidemment tout ce rituel des accros à la cocaïne. Donc pour les professionnels de santé, c'est une incitation claire à faire comme si on sniffait de la cocaïne, donc à intégrer inconsciemment le même geste, la même sensation, la même satisfaction, ce qui peut pousser les jeunes à aller plus loin si toutefois l'occasion se présentait. D'autant que sniffer de la poudre, il faut le savoir, c'est très dangereux pour les muqueuses du nez et de la bouche qui peuvent s'abîmer très très rapidement.
Alors, est-ce que le gouvernement s'est positionné sur le sujet? Alors, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, était l'invité de France Info samedi et il a été très clair sur le sujet. Il va tout faire pour faire interdire ces produits à la vente. C'est rageant de voir ce genre de produits proposés à la jeunesse. C'est rageant de voir que finalement ceux qui, sous couvert de produits et d'un discours un peu gnangnan, un peu inoffensif, un peu on a le droit, c'est pas dangereux, c'est original, etc., essayent d'attirer les jeunes vers effectivement le tabac, la consommation de drogue et finalement vers la dépendance. Mais alors qu'allez-vous faire moi j'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention, et je mets des gros guillemets, bien sûr, c'était cette cochonnerie que certains veulent vendre. Je vais voir effectivement dans les prochains jours comment on peut interdire ce type de choses. Vous voulez l'interdire en tout cas, parce que certains professionnels de santé appellent à l'interdire dès ce week-end. Il faut l'interdire dès qu'on peut. Je vais regarder ça très vite avec les services dès ce week-end, et dès qu'on peut, je vous promets que je serai là-dessus intraitable. Une bonne décision donc, vous l'avez compris, pour tous les professionnels de santé qui vraiment ces derniers jours disent tous que Sniffy peut être une porte d'entrée vers la consommation de cocaïne, en plus d'être très mauvais pour la santé. Donc faites attention à vos ados. Merci beaucoup, merci Loïc. On va retrouver tout de suite l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Avec nous cette semaine, Louise Monod. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, tu es comédienne. Le grand public t'a découverte au début des années 2000 dans la série que je te disais que je regardais, La vie devant nous. Et depuis, tu as joué dans plusieurs séries, téléfilms. On t'a aussi vu au cinéma, notamment face à Jean Dujardin dans OSS 117, Rio ne répond plus. Dans Les petits mouchoirs avec Guillaume Canet, Planta, Prête-moi ta main. La liste est longue. Est-ce qu'il y a un film que tu veux mettre en exergue plus qu'un autre? Mademoiselle Draw, un téléfilm pour France 2. Enfin bon, c'est pas un long métrage, mais non, une pièce montée qui a un autre long métrage. Non, voilà. Tu veux dire que j'ai mal fait mon travail? Pas du tout. Non, mais je peux rajouter d'autres que j'aime bien, mais j'ai pas. C'est parfait. Et c'était là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de la série Le Remplaçant, dont la saison 2 démarre ce soir sur TF1. Et dans laquelle tu joues notamment aux côtés de Joy Star et Clémentine Célarié. Alors là, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors je joue la mère d'un élève qui est dans la classe, donc de Nicolas Valère, donc joué par Joy Star. Et puis, vous verrez ce soir, pour ceux qui regardent. Jouer avec Joy Star, c'était comment? C'était très intéressant, j'appréhendais un peu, parce que voilà, je ne connaissais pas du tout. On s'était croisés une soirée vite fait, donc voilà, je ne connaissais pas le personnage. Et puis, comme on a quand même... J'ai pratiquement toutes mes scènes avec lui, j'avais plutôt envie que ça se passe bien, forcément. Et non, ça s'est très bien passé. T'appréhendais l'humain, en fait. Oui. Oui, pas au niveau professionnel, parce que ça, je pense, chacun fait son travail, mais c'est plus qu'il faut qu'au niveau humain, ça fonctionne quand même aussi. T'as l'obligation d'avoir un feeling quand tu tournes avec quelqu'un? Dans l'histoire, on a vraiment toutes nos scènes ensemble, donc oui, c'est mieux si on peut pas se saquer, c'est quand même embêtant. Ça t'est déjà arrivé? Rarement, non, je crois pas vraiment. Non, pas trop. Et puis après, il y a d'autres projets. Je crois que tu seras notamment à l'affiche de Père Noël à domicile avec Mehdi Sadoun et Alice Paul. Ouais. Ça aussi, tu as le droit de nous en parler un petit peu? Oui, j'ai adoré le tournage. Mais c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de guests. En fait, dans l'histoire, je joue la femme de Mehdi Sadoun qui est comédien. Et en même temps, il fait un petit boulot de livreur à côté. Et il va se retrouver à devoir livrer des cadeaux de Noël le soir de Noël. Déguisé en Père Noël. Et moi, je joue sa compagne. On a une fille ensemble dans l'histoire. Et ça sort quand? Et à mon avis, l'hiver prochain. Oui. Mais c'est une belle aventure. Mais encore une fois, voilà, j'avais pas énormément de jours parce qu'on est très nombreux dans l'histoire. Mais c'était génial. Et donc, sur TF1, tu es dans une série qui parle de l'école. Et nous, on va te parler de l'école. Voilà. Tu vois, les choses sont bien faites. Déjà, tu as grandi où? À Paris. Donc, toute ton enfance vraie parisienne, ouais. 100%, c'était comment de grandir à Paris? En fait, je n'ai pas de comparaison, donc c'était très bien. Et puis, bon, après, j'avais la chance on avait une maison à la campagne, donc je partais aussi beaucoup les week-ends, les vacances, en Normandie, enfin dans le Vexin, ouais, normand. Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Ouais. Tu avais des frères, des sœurs? En fait, j'ai des grandes demi-sœurs. Voilà, on n'a pas la même maman.
Et bon, aujourd'hui, j'ai des petits frères aussi. Mais disons qu'à l'époque, j'avais des grandes sœurs, mais 10 ans de plus que moi. T'as plutôt grandi un peu en enfant unique, alors? Ouais. Il y a une de mes sœurs qui vivait à un moment donné avec nous, mais c'était pas à plein temps. Enfin, c'était... Oui, j'étais plutôt élevée comme une enfant unique, ouais. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louise Monod. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Effectivement, quand on parle d'un handicap invisible, parfois il y a la douleur et l'extrême fatigue vous concernant. Ça peut arriver, vous ne me verrez jamais finir un 400 mètres pour ma part avec mes petites jambes, mais en tout cas pas dans la facilité. Après, c'est assez subjectif, gérer la douleur, vous savez, c'est quelque chose qui se cote de 0 à 10 souvent chez les médecins. Et vous et moi, on peut être soumis à la même séance d'athlétisme. Et puis vous allez peut-être finir à genoux en train de dormir et moi je serai loin et prêt à recommencer s'il fallait. C'est une question d'habitude et j'ai jamais été dans le corps d'une personne valide, donc en fait je peux même pas comparer ma douleur, je peux pas dire que je souffre plus ou que je travaille plus qu'un valide. Pour moi je suis athlète avant tout, j'aime le sport et je me dis que voilà, dans le sport de très haut niveau, il faut aussi savoir dépasser ses limites. Alors attention, en connaissant bien son corps, sachant faire la différence entre une douleur qui est liée à une fatigue à l'effort et une douleur qui est liée à une blessure, mais ça on apprend au fur et à mesure de notre carrière. Mais pour revenir sur l'aspect douleur, je ne pourrais pas vous dire si je souffre plus que vous ou pas. Oui, l'athlétisme c'est dur de toute façon, donc on a mal dans tous les cas. Est-ce que ces séjours linguistiques, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre une langue étrangère? On dit souvent que les enfants ne parlent en réalité que très peu la langue quand ils partent lors d'un séjour linguistique, qu'ils ne sont pas forcément très assidus pendant les cours et qu'il n'y a rien de mieux de toute façon que l'immersion réelle, totale, pendant plusieurs mois dans un pays étranger pour apprendre la langue. Et puis ils sont aussi généralement avec d'autres Français qui se regroupent forcément. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces éventuelles interrogations de la part des parents? Alors, c'est effectivement, et à mon sens, et j'en suis complètement convaincu, un excellent moyen pour progresser en langue. Après, soyons réalistes, la durée du séjour ne permet pas de devenir bilingue. Il faut avoir... C'est pas votre promesse. C'est pas la promesse. L'objectif, c'est acquérir une progression dans la langue, la pratique. Après, derrière, il y a énormément de choses qu'apporte un séjour linguistique par rapport à d'autres formules. Ça va être la découverte culturelle, mais on est quand même dans une immersion, finalement, en allant à l'étranger. Donc, la culture, le goût du pays, l'apprentissage de la langue dans une autre méthodologie, très axée sur l'oral, sur la prise de confiance, ça, ce sont des choses qu'un séjour linguistique apporte par rapport à d'autres méthodes. Si on compte en nombre de pages, Jean, finalement, le débarquement, dont on s'apprête à célébrer le 80e anniversaire, il en occupe assez peu. C'est le point de départ d'une libération. Alors, on a raconté qu'elle se préparait depuis fort longtemps, mais qui va durer fort longtemps. Oui, autour du 6 juin, qui est le jour qu'on appelle le jour J, tout se passe bien, en fait. À part sur une plage, sur les 5 plages de débarquement, la plage américaine d'Omaha Beach, c'est la suite qui se passe, qui est plus compliquée pour les Alliés. Pour la falaise du Hoc, la pointe du Hoc, c'est pas évident. Mais c'est la géographie qui fait ça. Et ce qu'on appelle aussi la bataille des haies, où finalement les chars et les Américains, notamment, ont du mal à passer. Et c'est vrai que ça se fige, la situation se fige. Et au niveau... même si la nouvelle passe dans toute la France, la question d'un débarquement et d'une libération qui prennent du temps s'inscrit finalement dans les têtes. Et c'est une période aussi qu'il faut voir. Les dates et les lieux changent. La libération n'est pas la même selon si on habitait Paris, la Normandie ou le sud de la France. Pour les Normands, c'est une période douloureuse, l'été 44. Énormément de destruction, énormément de morts. Énormément de morts. Et civils et à cause des bons alliés. Enfin, c'est pas tué par l'armée allemande. Hein. Autant des hommes que des bêtes même. Dans les mémoires des paysans normands, la question... On perd le cheptel. Et oui. Et il y a quelque chose où le choc aussi de cet été-là, et c'est aussi l'une des particularités de la Seconde Guerre mondiale, sur l'ensemble des événements mondiaux, c'est aussi un événement où il y a plus de victimes civiles que de victimes militaires. C'est l'une des particularités, comme l'occupation.
Voilà pour cette édition. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre si nombreux sur School TV. À la réalisation aujourd'hui, je remercie Théo Boscar. Le son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci à vous aussi, Avec Loïc. plaisir. On vous retrouve quand, Loïc? Jeudi. Et alors, pour quelle chronique? Alors, chronique sur les réseaux sociaux, on va parler du microféminisme. C'est une tendance sur les réseaux sociaux où des femmes lambda font des petites vidéos pour expliquer ce qu'elles font comme micro-gestes au quotidien pour affirmer la place de la femme dans la société. Voilà, je vous détaillerai tout ça. Je crois que j'ai pas besoin, moi. Je suis un peu trop active déjà sur le votre place. sujet. Merci beaucoup, merci Loïc, merci à tous. Bonne soirée, ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.